25 mai 1982. L'Atlantique Sud. Un ciel gris de plomb. Une mer qui ressemble à du béton liquide. Et quelque part au-dessus des vagues, 4 vieux avions de chasse qui volent si bas qu'ils frôlent à l'écume. Ce jour-là, 2 navires de guerre parmi les plus sophistiqués de la Royal Navy vont se retrouver face à quelque chose qu'aucun ingénieur, aucun amiral, aucun manuel militaire n'avait vraiment prévu. Du courage, de l'audace et une bombe qui ricoche sur l'eau comme un galet. Voici l'histoire du 25 mai 1982. Le jour où 4 vieux Skyhawk argentins ont fait trembler la flotte britannique. Pour comprendre ce qui s'est passé ce jour-là, il faut d'abord comprendre le contexte. Nous sommes en 1982. L'Argentine vient d'envahir les îles Malouines, un archipel perdu dans l'Atlantique Sud que les Argentins appellent Las Malvinas, et que les Britanniques considèrent comme leur territoire depuis 150 ans. La réaction de Margaret Thatcher est immédiate et sans appel. Elle envoie une flotte de guerre. Et cette flotte, elle est impressionnante. Des destroyers, des frégates, des sous-marins nucléaires, des porte-avions. Tout ce que la Royal Navy peut aligner face à un pays d'Amérique du Sud qui n'a jamais mené de guerre navale moderne. Sur le papier, c'est un combat à sens unique. Sauf que personne n'a dit ça aux pilotes argentins. Pablo Carvalho a 35 ans en ce mois de mai 1982. Capitaine de l'aviation navale argentine. Pilote d'élite, le genre d'homme qui a passé des années à maîtriser un avion vieux de 20 ans. Le Douglas A4 Skyhawk, un chasseur bombardier américain conçu dans les années 50. Sans radar moderne, sans système de guidage sophistiqué, sans aucune des technologies que les Britanniques ont en face. Ce que Carvalho a, c'est une connaissance parfaite de son avion, une tactique brillante, et une conscience très claire de ce qui va lui arriver s'il monte trop haut. Parce que là-haut, dans le ciel des Malouines, les missiles britanniques l'attendent. La seule façon de survivre, c'est de voler là où les radars ne peuvent pas le voir, au ras des vagues. De l'autre côté, à bord du HMS Coventry, le capitaine David Hartdyke surveille ses écrans depuis des heures. Le Coventry est un destroyer de type 42, l'un des navires les plus modernes de la Royal Navy en 1982. Armé de missiles Sea Dart, capable de détruire des avions à longue distance. Son rôle ce jour-là est précis. Formé avec la frégate HMS Broadsword, un bouclier radar et anti-aérien au nord des îles. Protéger les troupes au sol et les navires derrière eux. Hartdyke est un professionnel, méthodique, expérimenté. Il sait que les Argentins vont tenter quelque chose aujourd'hui. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est à quel point leur plan va être efficace. Les radars du Coventry détectent 4 échos à l'horizon. 4 avions. Cap direct sur la flotte britannique. Hartdyke met son équipage en alerte maximale. Les systèmes de missiles se mettent en route. Les opérateurs fixent leurs écrans, et puis les 4 échos disparaissent. Pas progressivement, pas en s'éloignant. Ils disparaissent d'un coup, comme si les avions avaient cessé d'exister. À bord du Coventry, un silence tendu s'installe. Où sont-ils? Que font-ils? Les yeux fixent les écrans vides. La réponse est simple et terrifiante. Carvalho et ses 3 équipiers viennent à toi de s'engouffrer derrière l'île Pebble. Ils rasent le sol, épousent le relief, utilisent les collines comme bouclier naturel contre les radars britanniques. Ils sont toujours là. Ils foncent toujours. Mais les Britanniques ne peuvent plus les voir. Quand les 4 Skyhawks réapparaissent sur les écrans britanniques, ils ne sont plus qu'à 10 000 nautiques. 10 000 nautiques. C'est environ 18 km. À la vitesse d'un Skyhawk, c'est moins d'1 minute. Carvalho vole si bas que l'écume des vagues s'écrase sur la verrière de son cockpit. Il peut presque toucher l'eau. L'horizon devant lui est une ligne grise et floue. Et dans cette ligne grise, 2 silhouettes sombres commencent à se dessiner. Le Coventry et le Broadsword. Il verrouille sa cible. À bord du Broadsword, c'est le moment d'entrer en action.
La frégate est équipée du système Seawolf. Des missiles à courte portée, rapides, précis, parfaitement conçus pour ce genre de combat rapproché. Exactement la situation pour laquelle ils ont été développés. Les opérateurs voient les Skyhawks sur leurs écrans. Le système informatique se met en route. Ils calculent les trajectoires. Ils verrouillent les cibles. Les doigts se positionnent sur les boutons de mise à feu. Et là, l'impensable se produit. Carbalo et son équipier volent si près l'un de l'autre. Si collés, que l'ordinateur du Seawolf n'arrive pas à les distinguer. Il les voit comme une seule cible. Et au moment précis où les deux Skyhawks se séparent pour contourner les navires, le flux de données géométriques explose dans le système. L'ordinateur plante, l'écran affiche une erreur, les missiles refusent de partir. Redémarrer le système. Redémarrer, mais un ordinateur militaire des années 80, ça prend plusieurs minutes à rebooter. Et les pilotes argentins, eux, n'ont besoin que de quelques secondes. Carbalo voit le mur de feu qui arrive. Le Coventry tire tout ce qu'il a. Canons, mitrailleuses. Des traçantes zèbrent le ciel autour des Skyhawks. Des explosions éclatent à quelques mètres des ailes. Carbalo vire brutalement. Il ne peut pas attaquer le Coventry dans ces conditions. Trop de feu. Trop de risques. Il décide en une fraction de seconde de lâcher ses bombes sur le Broadsword à la place. Mais voilà le problème. Ces bombes sont conçues pour être larguées à altitude normale. Pas à 10 mètres d'au-dessus de l'eau. À cette hauteur, les bombes n'ont pas le temps d'armer correctement. Elles ne tombent pas. Elles ricochent, comme des galets qu'on lance sur un étang. La bombe rebondit sur la surface de l'océan, s'élève dans les airs et percute de plein fouet le flanc du Broadsword. Elle traverse le pont d'envol dans un fracas de métal déchiré et elle retombe à la mer, sans exploser. Le Broadsword est blessé. Il a un trou dans son pont d'envol. Mais il est vivant. Les Britanniques soufflent. Le soulagement va durer exactement le temps qu'il faut à la deuxième vague argentine d'apparaître à l'horizon. Le lieutenant Mariano Velasco a regardé la première vague partir depuis sa base. Il sait ce qui s'est passé. Il sait que le Seawolf a planté. Il sait que le Broadsword a survécu. Et il sait que c'est maintenant son tour. Lui et son équipier foncent sur les deux navires britanniques à pleine vitesse. À bord du Broadsword, les techniciens ont réussi à redémarrer le système Seawolf. L'écran se rallume. Les cibles apparaissent. Le système verrouille les deux Skyhawks de Velasco. Cette fois, ça va marcher. Et c'est là que le destin décide d'intervenir d'une façon que personne n'avait prévue. Dans la confusion de la bataille, le HMS Coventry effectue une manœuvre d'évitement. Il vire, il change de cap. Et il vient se placer, exactement dans la ligne de mire du Broadsword. Le destroyer masque les Skyhawks. Le Broadsword ne peut plus tirer sans risquer de détruire son propre allié. Les missiles sont bloqués. Une deuxième fois, Art Dyke comprend en une seconde ce qui vient de se passer. Le Coventry est seul, sans protection. Face à deux Skyhawks qui arrivent à 900 km/h, il ordonne l'ouverture du feu avec tout ce qui reste. Le canon principal, la pièce anti-aérienne de 20 mm. Mais le canon principal essayait de mal aligner et la pièce de 20 mm s'enraye. Sur le pont, des marins saisissent des fusils d'assaut. Ils tirent sur des avions de chasse qui filent à la vitesse du son. C'est un geste héroïque, inutile et terriblement humain. Velasco aligne le Coventry dans son collimateur. Ses canons de 20 mm balayent le pont supérieur et il largue ses deux bombes de 250 kg. À bord du Coventry, les marins entendent deux impacts. Deux sont métalliques, pas d'explosion immédiate. Pendant 2 ou 3 secondes, les hommes se relèvent, se regardent, certains pensant peut-être que les bombes n'ont pas explosé, comme celle du Broadsword quelques minutes plus tôt. Et puis, l'enfer. La première bombe explose juste sous la passerelle. Elle détruit instantanément la salle des ordinateurs, ravage le centre des opérations.
tue des hommes qui étaient à leur poste une seconde avant. La deuxième frappe la salle des machines. L'électricité disparaît, les moteurs s'arrêtent, le Coventry était mort en mer. Il dérive, il brûle, et il commence à gîter. Ce qui se passe dans les minutes suivantes dit tout ce qu'il y a à dire sur ces hommes. Le navire penche à une vitesse terrifiante. La fumée toxique envahit les coursives. Des hommes sont blessés. Des hommes ne répondent plus. Et pourtant, la panique ne s'installe pas. L'évacuation se fait dans l'ordre. Les marins s'entraident. Ceux qui peuvent marcher aident ceux qui ne peuvent pas. Les canaux de sauvetage sont mis à l'eau méthodiquement. Les blessés sont évacués en premier. 3 ans d'entraînement, 10 ans pour certains. Une vie entière passée à préparer ce moment qu'on espère ne jamais vivre. Et ça se voit. David Hart-Dyke sera le dernier homme à quitter son navire. Il se tient debout sur la coque presque entièrement retournée, entouré par les eaux glaciales de l'Atlantique Sud. Et il regarde son navire mourir. 170 hommes seront sauvés des eaux ce jour-là, grâce au Broadsword qui revient les chercher malgré ses propres dommages. Grâce aux hélicoptères. Grâce aux hommes qui refusent d'abandonner leurs camarades. Mais 19 ne reviendront pas. 19 hommes. Ce ne sont pas des statistiques. Ce ne sont pas des lignes dans un rapport militaire. Ce sont des fils, des pères, des frères, des hommes qui avaient des noms, des visages, des familles qui les attendaient en Angleterre. Des hommes qui, ce matin du 25 mai, s'étaient réveillés comme tous les matins. Qui avaient peut-être pensé à ce qu'ils feraient en rentrant. Qui avaient peut-être relu une lettre de chez eux. Ils faisaient leur travail. Ils tenaient leur poste. Ils défendèrent leur navire jusqu'à la dernière seconde avec ce qu'ils avaient. Même quand ce qu'ils avaient ne suffisait plus. De l'autre côté, Carballo et Velasco sont rentrés à leur base en héros. Et ils l'étaient aussi, à leur façon. Des hommes qui avaient volé sur des avions vieux de 20 ans, sans radar, sans protection, au ras des vagues, sachant très bien que les missiles britanniques les attendaient. Le courage n'appartient pas à un seul camp. Mais ce soir, c'est aux 19 du Coventry qu'on pense. À ceux qui ont tenu leur poste jusqu'au bout. À ceux qui ont aidé leurs camarades à monter dans les canaux avant eux. À ceux qui n'ont pas eu le temps. Le HMS Coventry repose aujourd'hui au fond de l'Atlantique Sud. Par 100 mètres de fond, à quelques miles des îles pour lesquelles il est venu se battre. Il est leur monument. Abonne-toi pour continuer à découvrir ces histoires que personne ne raconte plus. Ces hommes méritent qu'on se souvienne d'eux. À la prochaine!